Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de YouTube vs la télé. Bon, comme on est toujours en confinement, il y aura que ça sur la chaîne pour l'instant. Suite au sondage dans la dernière vidéo, vous avez été énormément à vouloir que je fasse un épisode spécial sur la situation actuelle dans les médias et sur YouTube face à la crise du coronavirus qu'on traverse actuellement. Comment tout ça affecte la télévision et YouTube? L'économie, les règles de sécurité, l'annulation des programmes, l'audience, bref, le coronavirus affecte énormément les médias et Internet. Et d'ailleurs, la télé est actuellement dans une situation très paradoxale. Mais on va aussi parler des autres crises ou risques qui pourraient impacter les médias et leurs plans pour se préparer à ça. Et vous verrez que le coronavirus n'est pas ce qui leur fait le plus peur. Bref, on va découvrir tout ça. Que ce soit sur YouTube ou sur les chaînes de télé, chacun a un protocole en cas de catastrophe. Ça peut être lié aux risques terroristes, climatiques, une panne de réseau, un problème d'électricité, bref, beaucoup de scénarios sont envisagés et ils ont un plan de secours. Mais là, pour la situation qu'on traverse actuellement, il n'y a aucun plan. Ils n'auraient jamais pensé qu'un truc pareil pourrait arriver, du coup ils sont dans le flou total. Alors pour YouTube, c'est bien moins grave qu'à la télé. Déjà parce que le contenu n'est pas créé par YouTube. Et comme les YouTubeurs sont chez eux, ils continuent à faire des vidéos. Même si certains sont énormément impactés avec l'annulation des vidéos sponsors, l'annulation des vidéos en extérieur ou les tournages à plusieurs. Mais la plateforme YouTube, elle, n'est pas concernée. Et finalement, il y a toujours autant de contenu. Et il y a aussi beaucoup plus de viewers qui regardent YouTube. Bah oui, en même temps, tout le monde est à la maison, donc ils tuent le temps en regardant des vidéos. Comme vous êtes en train de faire en ce moment. Sauf que justement, cette augmentation générale de la consommation de YouTube par foyer pose des problèmes. La bande passante subit trop de tension. Internet pourrait saturer. Pour contrer ça, YouTube a dégradé la qualité par défaut des vidéos que vous regardez. Si vous n'avez pas changé la qualité de la vidéo, il est fort possible que vous la regardiez actuellement en 480p. Évidemment, vous pouvez revenir à une qualité normale si vous voulez, mais le but est de réduire les données transitant simultanément par Internet. Netflix a d'ailleurs fait pareil et la sortie de Disney+ a été repoussée en France. Mais pour YouTube, l'épidémie de coronavirus cause d'autres problèmes. Et cette fois-ci, les problèmes sont liés justement au fait que ce soit les utilisateurs qui postent les vidéos. Comme on l'a vu dans la vidéo sur ce qui est diffusable ou pas en télé ou sur YouTube, YouTube a une politique très stricte sur les vidéos qui ne respectent pas leurs conditions d'utilisation. En gros, il les supprime. D'abord, c'est un robot qui s'en charge et qui va supprimer tout ce qu'il estime être problématique. Mais il est souvent un peu trop sévère et surtout, il a du mal avec les nuances. Du coup, les créateurs peuvent faire appel. Et là, normalement, la vidéo est examinée manuellement. Sauf qu'en ce moment, il n'y a plus personne pour vérifier. Énormément d'employés de YouTube sont en télétravail, mais pour ce qui est de la vérification des vidéos, apparemment, ça pourrait pas se faire en télétravail. Et ils l'ont annoncé eux-mêmes d'ailleurs. Since more of our reviewers need to stay home right now for their health and safety, we're going to have to depend more on automated systems. This means creators might see a temporary increase in video removals. Unfortunately, including some that may not violate any policies. Donc, pour l'instant, la décision du robot sera la décision finale. Du coup, il risque d'avoir une augmentation des vidéos supprimées pour les youtubeurs. L'autre problème que le coronavirus pose à YouTube, c'est typiquement le genre de vidéos que je suis en train de faire. Des vidéos qui parlent justement du coronavirus. Parce que sur Internet, tout le monde raconte au final ce qu'il a envie sans forcément vérifier les sources. Et beaucoup se sont mis à poster des vidéos expliquant d'où venait le coronavirus, ce qu'il fallait faire, etc. Certains disaient que c'était rien, d'autres criaient au complot. Bref, chacun racontait la sienne et ça augmentait la désinformation. Alors pour éviter ça, YouTube a mis des choses en place. Par exemple, quand vous cherchez coronavirus sur YouTube, le premier résultat, c'est un lien vers le site du gouvernement, une source fiable. Ensuite, ils ont pris la décision de démonétiser toutes les vidéos qui parlent de coronavirus. Comme ça évite tous les gens qui parlent de ce sujet-là dans le simple et unique but de se faire du fric. Et comment ils font pour ça ? Bon, déjà, s'il y a coronavirus ou Covid-19 dans le titre ou la description, la monétisation, elle saute. Mais ils utilisent aussi l'outil de reconnaissance vocale. Il est déjà utilisé pour éviter les gros mots, les propos racistes, choquants, sexuels, etc. Il leur a suffi d'ajouter coronavirus à la liste. Donc là, en disant coronavirus, la vidéo est démonétisée. Même si YouTube a annoncé récemment qu'ils allaient réouvrir la monétisation au fur et à mesure aux vidéos qui parlent de ce sujet-là. Par contre, pour toutes les vidéos qui parlent d'autres sujets et qui sont monétisées, le coût de la pub, lui, n'a pour l'instant pas bougé. Alors, je parle que pour moi, parce que j'ai pas forcément de point de comparaison, mais le RPM, le revenu pour 1000 vues, est plutôt stable. Ce qui laisserait penser qu'ils ne sont pas forcément impactés par les annulations de campagnes publicitaires. Ce qui est loin d'être le cas à la télé. La situation est beaucoup plus complexe. En réalité, elle est même historique. La télé connaît depuis le début du confinement
confinement une hausse sans précédent de l'audience. Enfin, selon Médiamétrie. Pendant la semaine du 23 au 29 mars, la durée d'écoute individuelle était de 4h49 par jour. En comparaison, la même semaine l'année dernière, elle était de 3h25, soit 41% de plus. C'est des niveaux qu'on n'avait jamais vus depuis plus de 10 ans. Du coup, on pourrait se dire que vu que leurs audiences sont en hausse, ils devraient générer beaucoup plus d'argent. Mais c'est tout le contraire et c'est justement la particularité de la situation. Si vous suivez cette série, vous savez que les chaînes de télé tirent la majeure partie de leurs revenus de la publicité. Sauf qu'en ce moment, il y a beaucoup moins de pubs. Et c'est normal. Tous les secteurs du voyage, de l'événementiel, de la restauration et bien plus encore ont décidé de couper leur campagne publicitaire. Bah oui, à quoi ça sert d'inciter les gens à acheter le dernier modèle de chez Peugeot alors que le concessionnaire est fermé et qu'on peut même pas sortir? Du coup, la plupart des pubs que l'on retrouve sont pour la grande distribution ou pour les produits alimentaires. Bref, des trucs qu'on peut encore acheter aujourd'hui. Pour le reste, ils ont annulé et c'est normal puisque le budget de communication n'est pas une dépense indispensable. Alors que le salaire des employés par exemple, oui, ça l'est. Mais comme les marques ne vendent plus, il n'y a plus d'argent. Donc forcément, ils coupent ce qu'ils peuvent couper. Alors, il reste quand même certaines pubs pour les voitures par exemple. C'est soit parce que la campagne avait déjà débuté, le budget était déjà engagé, donc ils vont jusqu'au bout, soit pour garder la marque à l'esprit des gens pour après le confinement. Mais si jamais ça dure trop longtemps, il va y avoir de moins en moins de pubs. D'ailleurs, les chaînes eux-mêmes prévoient une baisse des revenus publicitaires en avril de 70 à 80%. C'est énorme. Et on peut déjà voir actuellement la différence. J'ai fait le test par exemple sur M6. J'ai attendu plusieurs pages de pub et j'ai compté le nombre de spots. Il y en avait entre 5 et 10. C'est beaucoup moins que d'habitude. Et c'était soit pour des marques qui vendent de la bouffe, soit pour des sites internet. Face à ça, les chaînes ont annoncé aux marques qu'elles pouvaient reporter leur campagne de pub jusqu'en août sans aucun frais supplémentaire. Évidemment, les chaînes essaient de lisser la perte de chiffre d'affaires qu'elles vont subir. Et ils prévoient aussi de casser les prix de la pub pour essayer de faire revenir les marques. On verra si ça marche. Donc, pour résumer, les médias font beaucoup d'audience mais perdent beaucoup d'argent. D'ailleurs, pour des raisons économiques mais aussi de sécurité pour les gens qui y travaillent, la télé a dû annuler pas mal d'émissions. Et oui, c'est pas comme sur YouTube où on peut se filmer de chez soi. Même s'ils essaient de le faire quand même, quand on voit l'émission de Cyril Lignac ou de Cyril Hanouna. Est-ce que là-dessus, YouTube serait pas en train d'inspirer la télé? Mais pour le reste, beaucoup d'émissions ont dû être annulées. Des émissions en plateau, de la fiction qui était en tournage, des émissions de télé-réalité. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les émissions annulées parce qu'elle est très longue et surtout elle s'allonge de jour en jour. Et ça pour toutes les chaînes. Et puis il faut prendre en compte aussi le fait qu'on parle d'annulation à l'échelle mondiale, pas que en France. Et comme beaucoup de chaînes de télévision françaises achètent les droits de diffusion de programmes étrangers, par exemple des séries américaines, l'arrêt de la production là-bas va avoir un impact ici. Du coup, pour essayer d'éviter ça, les chaînes se mettent à espacer leur diffusion. Et ils commencent même à alterner entre un épisode inédit et un épisode en rediffusion. C'est histoire de gagner du temps, mais si ça dure, ils vont devoir passer à 100% de rediffusion. Après tout, c'est logique, ils ont beaucoup de stock et les coûts de rediffusion sont moins chers. Et même les journaux télé ou les chaînes d'infos sont impactés par le coronavirus. Déjà parce qu'ils ne peuvent plus recevoir les invités en plateau. Donc pour l'instant, ça se fait par téléphone, ce qui est moins pratique. Mais ils sont aussi impactés techniquement, parce qu'ils ont besoin d'une régie. C'est de là où l'émission va être pilotée. Et il faut un peu voir ça comme la salle de commandement de la NASA. Vous voyez cette pièce où il y a de grands écrans et chacun est derrière un ordi mais très près les uns des autres. Eh ben une régie, c'est un peu ça, mais dans une plus petite pièce. Donc autant vous dire que pour respecter les distances de sécurité, c'est compliqué. Alors les chaînes d'infos ou les JT innovent. Elles utilisent parfois deux régies, avec la moitié des gens d'un côté et la moitié de l'autre. Mais ils vont bosser en même temps sur la même émission. Ou alors ils mettent en place un système de télétravail, mais en télé, c'est très compliqué. Parce que contrairement à la radio, en télé, il y a de l'image. Et l'image pèse beaucoup plus lourd que l'audio. Du coup, si le truquiste, celui qui met les titres en bas de l'écran, est chez lui, il va y avoir un délai dû à la distance. C'est ce qui se passe quand les journalistes sont en duplex. Ça donne de longs moments de flottement le temps qu'ils entendent la question du présentateur. Eh ben, ce serait un petit peu pareil si chacun faisait la régie de chez soi. Du coup, ce sont les postes les moins impactés par ce délai qui sont mis en télétravail. Petit point sur la radio, c'est bien plus simple pour eux du coup. En ce moment, les journalistes et certains techniciens sont chez eux avec un équipement minimal et ça permet de continuer les programmes sans trop de changements par rapport à ce qui se faisait d'habitude. C'est d'ailleurs grâce au plan de continuité de Radio France qui avait plus ou moins prévu ce genre de scénario en s'équipant du matériel que la radio publique peut continuer à émettre. Et finalement, ceux qui sont les moins exposés en télévision, c'est les présentateurs et présentatrices des JT ou des chaînes d'infos, puisqu'en fait, ils sont seuls sur le plateau. La régie se trouve dans une autre pièce, même en temps normal, donc ils n'ont pratiquement aucun contact. Les caméras sont pilotées à distance, ils ont une oreillette pour pouvoir communiquer, bref, donc en gros, ils sont solo dans le studio, tranquille. Le seul moment où ils pourraient être réellement en contact avec des gens, c'est pendant le maquillage. Tous les présentateurs ou présentatrices télé se font maquiller avant de passer à l'antenne. Mais là aussi, des
directives circulent pour éviter au maximum la transmission du virus. D'ailleurs, j'ai reçu moi-même la note de France Télé quant aux recommandations pour le maquillage. Alors, je suis pas maquilleur, hein, mais ils l'ont envoyé à toutes les sociétés de production qui travaillent de près ou de loin avec eux. Voilà pourquoi je l'ai reçu. D'ailleurs, j'espère qu'ils m'en voudront pas de vous montrer ça, mais enfin en même temps, je trouve ça bien qu'ils aient mis ça en place, donc voilà. Bref, des consignes pour chaque poste à la télévision sont mises en place. Voilà pour ce qu'il se passe en ce moment dans les médias liés à la crise du coronavirus. Évidemment, tout ça va évoluer en fonction du rallongement du confinement, et les chaînes mettent de plus en plus de choses en place au fur et à mesure. Donc, comme vous le voyez, cette crise n'était absolument pas prévue dans les plans de secours et c'est un peu la pagaille. Par contre, il existe des protocoles bien établis pour des crises qui sont plus faciles à voir venir. Par exemple, les grèves. Vu qu'on en a pas mal en France, ils sont préparés à ça. Parce que souvent, les grévistes, pour se faire entendre, cherchent à s'introduire sur les plateaux de télévision. Bon, là, le plan est simple, dès qu'il y a une grève, ils renforcent la sécurité à l'entrée. Point. Là où c'est plus compliqué, c'est pour les grèves des intermittents du spectacle, parce que justement, ils travaillent sur les plateaux. Et c'est souvent eux qui arrivent à prendre d'assaut les plateaux des émissions, comme dans ces extraits. Voilà, petit souci, vous vous en rendez compte avec cette occupation du plateau. Nous rendons l'antenne, nous ne pouvons pas faire ce journal, bien sûr, sous la contrainte. Et vous avez fait le choix. Ah, je crois que nous avons un incident intermittent du spectacle. Voilà, la régie va couper. Bonsoir. Vous pouvez nous parler de la mobilisation Concernant l'assurance chômage, je crois qu'on va devoir interrompre cette émission. Mais pour le moment... C'est à vous reçoit aussi sur france5.fr. Ah bah oui, forcément, pour eux c'est plus facile. Pour ce qui est du risque terroriste, là aussi il y a des plans qui sont mis en place. Les chaînes peuvent demander une protection supplémentaire aux forces de l'ordre et il y a un système de fouille qui est mis en place à l'entrée. Et maintenant, la quasi-totalité des émissions en direct ajoute en réalité un léger délai pour pouvoir couper le flux avant que ce soit diffusé, si jamais il y a un problème sur le direct, un attentat ou quoi que ce soit d'autre. Pour les coupures d'électricité, c'est comme les hôpitaux, les chaînes disposent d'un générateur de secours qui permettent de continuer la diffusion. Mais tout ça, au final, c'est pas vraiment ce qui fait le plus peur aux chaînes de télé. Non, en fait, la peur ultime qu'ils ont, c'est une crue de la Seine. Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est le cas, ils ont peur que la Seine déborde. En fait, pour mieux comprendre, il faut voir où sont placés les médias. Et je ne sais pas pourquoi, ils sont tous en bord de Seine. On y retrouve France Télé, Canal+, TF1, BFM et même le CSA. Bref, c'est le coin des médias. Or, si la Seine déborde comme en 1910, voilà ce qui se passerait. Ils seraient tous sous l'eau. Surtout TF1, qui est vraiment en bord de Seine. Et comme ils se doutent que ça va arriver un jour, ils ont déjà prévu leur coup. Alors, je vais parler que de TF1 parce que c'est les seuls dont je connais vraiment leur plan. Quand j'y travaillais en tant que journaliste, tout le monde connaissait cette histoire. En fait, il y a très peu d'émissions qui sont tournées directement à la tour TF1. La plupart sont tournées à la Plaine Saint-Denis. Mais le programme le plus important de la chaîne, celui qui fait le plus d'audience, leur Saint Graal, est tourné dans la tour TF1. Et je parle du JT. Il est tourné en direct au 2e étage. Sauf que en cas d'inondation, ils peuvent plus accéder à la tour. Et ils vont pas commencer à faire venir tout le monde en barque avec des bottes, faut pas déconner. Et puis au niveau électricité mélangée à l'eau, c'est pas une bonne idée. Alors pour continuer à faire le journal en cas de crue, TF1 a tout prévu. Ils ont une réplique du studio, de la régie, de tout ce qu'il faut pour faire le JT ailleurs que dans la tour. C'est une copie exacte, en fait c'est juste un studio de secours. Et en fait pour rentabiliser ce studio qui ne sert jamais, ils vont le louer à des tournages de films. Vous savez, quand dans des films, il y a des faux JT de TF1 qui sont incrustés pour donner de la crédibilité à l'histoire, en fait, ça se passe là-bas. Alors, je sais pas exactement où c'est, mais il y a de fortes chances pour que ce soit à la Plaine Saint-Denis, justement. C'est là où se trouvent la plupart des studios et ce n'est pas en zone inondable. D'ailleurs, Louis Baudin, un présentateur météo, raconte dans son livre Quand la météo fait l'histoire, en parlant de la crue de la Seine, même à TF1, dont les studios de Boulogne-Billancourt sont situés en bord de Seine, une stratégie de poursuite de l'activité a été mise en place. Des studios de secours éloignés du fleuve sont prêts à nous accueillir si les locaux devenaient inaccessibles. J'ai eu l'occasion de les visiter, les équipements sont du dernier cri. De temps à autre, des tests sont effectués afin de vérifier qu'ils sont toujours opérationnels. Régulièrement, une journée d'exercice de simulation est organisée. Toutes les émissions pourront être diffusées depuis ces studios. Les journaux télévisés et les bulletins météo y être réalisés. Donc voilà, la crue de la Seine, ils y sont vachement préparés, le coronavirus, pas du tout. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, mettez la cloche, tout ça vous le savez j'espère. On est bientôt 100 000 sur la chaîne et ça c'est hyper cool. Dans la prochaine vidéo, on parlera de tous les projets du CSA en 2012 qui n'ont jamais vu le jour et donc de qu'est-ce qu'aurait pu être la TNT aujourd'hui, quelle chaîne on aurait pu avoir. Je vais la sortir bientôt, il faut juste que je re-regarde toutes les auditions, donc ça prend un peu de temps, que je l'écrive, que je tourne, bref, vous savez évidemment comment ça se passe. Mais du coup, évidemment, avant qu'elle sorte, je vous conseille de voir la précédente, comme ça vous serez pas perdu dans l'histoire. Bref, voilà, donc je vous dis à la prochaine. Salut!